Avant de commencer, je vous invite à suivre Voilier sur les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez des citations et des fun facts liés au monde de la mer. Également, n'hésitez pas à liker et commenter ce podcast sur vos plateformes d'écoute favorites et sur voilier.com, voixli2es.com. Merci de noter également que cet espace est disponible pour promouvoir toute activité, produit, compte en relation avec le domaine de la voile et des voiliers. Bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. Bonjour et bienvenue pour cette toute première sortie en mer. Je vais vous expliquer qui je suis et pourquoi je me lance dans l'aventure du podcast sur la voile et les voiliers. Alors je m'appelle Philippe Bach, j'ai 44 ans, je suis marié et le papa de 3 enfants. J'habite loin de la mer, loin de Port-la-Forêt, et j'habite au Luxembourg où je travaille. En fait, ma passion pour la voile est plutôt récente. J'ai commencé par les bateaux à moteur pour fuir les plages bondées l'été. J'ai donc passé tous mes permis, eau intérieure, côtier, hauturier, le certificat radio également. Et j'ai découvert la voile habitable en 2013, quand un collègue et ami m'a proposé une sortie à Toulon pour aller naviguer vers les îles du Levant. Et ça, c'était dans le contexte de l'association voile de mon entreprise. Et ce fut une vraie révélation, en fait, pour moi, puisque le bonheur de couper le moteur à la sortie du port et d'avancer à la seule force du vent, waouh. Maintenant, je reconnais que j'ai quand même une sacrée difficulté, c'était l'appréhension de la vitesse, en fait. Passer de 25 nœuds de moyenne au moteur à 5-6 nœuds à la voile, j'avoue, ce fut quand même un choc pour moi. Et en fait, suite à cette sortie, je me suis inscrit à un stage. Et sur le bateau, j'étais avec 2 autres couples. Il y avait des retraités et puis un autre couple qui avait à peu près mon âge. Bon, alors très très vite, nos jeunes retraités, là, ils ont compris que ça serait probablement pas pour eux la voile. Je pense qu'ils avaient largement sous-estimé les efforts que ça pouvait demander de piloter un bateau. Par contre, avec l'autre couple, ça s'est super bien passé. On a vraiment adoré l'expérience. Et donc, du coup, on a voulu demander à notre instructeur là, s'il acceptait en fait de faire une autre semaine avec nous. Parce que c'était dans un contexte école de voile. Nous, on a voulu l'avoir avec nous, mais hors de cette école en fait. Et mais il a accepté. Et du coup, on s'est retrouvés l'année suivante à Hyères, où il connaissait quelqu'un qui a accepté de nous louer son bateau. C'était un Dufour 34, si mes souvenirs sont bons. Et là, on a fait toute une semaine. On est allé de Hyères jusqu'à Cannes. Et comme on était que tous les 4, il nous a aussi fait faire des naves de nuit. Donc c'était vraiment absolument génial. Et là, j'ai vraiment progressé à une vitesse vraiment hallucinante. La voile, ce n'est pas que d'être sur l'eau, mais c'est aussi des rencontres. Des rencontres avec des gens passionnés et ce sont des moments partagés. Donc le bonheur de l'arrivée au port et des apéros, que ce soit avec les membres de ton équipage ou avec tes voisins de ponton, quand tu partages toutes tes expériences, quand tu t'expliques un peu toutes tes aventures de navigation. Et alors, oui, j'ai des anecdotes, et une qui restera, je pense, gravée à jamais chez moi, c'est celle d'un marin allemand qui était sur un autre bateau et qui nous expliquait l'importance de bien préparer son équipage. Et il disait que voilà, sa femme et puis les amis à qui il allait naviguer, en général, ils n'étaient pas nécessairement très marins. Et ce qu'il faisait, lui, c'est que une semaine avant le départ, il faisait manger des pruneaux aux gens. Parce que voilà, il considérait que c'était important d'avoir un bon transit dans les premiers jours de navigation. Et donc voilà, on a énormément ri quand il nous a raconté ça.
Mais bon, j'ai pris très au sérieux ce conseil, très honnêtement, parce que bon, vu son expérience, il avait des années de voile derrière lui, donc loin de moi l'idée de penser que c'était un conseil farfelu. Et bon, alors, non, j'ai jamais fait manger de pruneaux à ma famille, à mes amis avec qui je navigue. Mais bon, néanmoins, je pense que ça reste quand même important de connaître ce genre de petits détails. Alors chaque année, l'association voile de mon entreprise organise une sortie en Hollande sur la IJsselmeer, c'est au nord d'Amsterdam. C'est un plan d'eau qui est protégé par des digues dont les Hollandais ont le secret, et ils ont aménagé ce plan d'eau avec des écluses qui permettent de partir en mer du Nord. Et donc chaque année, 4-5 jours, au moment de la fête nationale luxembourgeoise, on emmène nos membres, les membres de l'association de voile faire du bateau là-bas. On a une flottille de 4-5 bateaux chaque année. Donc ça fait partie de mes sorties annuelles. Et puis, au fil des ans, j'ai commencé aussi à partir avec mes enfants. Donc j'ai fait Hyères, que je connaissais un peu, et un port de départ pour aller naviguer vers les îles du Levant, vers Saint-Tropez, Cap Taillat, toutes ces choses-là. C'est des naves qui sont super sympas, des endroits qui sont super sympas. J'ai fait Saint-Malo avec les enfants, mes parents n'étant pas trop loin. J'ai fait Concarneau aussi, donc les Glénans, voilà. Et puis plus récemment, là, j'ai fait la Grèce, l'Italie. L'Italie, c'était la Côte Amalfitaine avec Capri, donc j'ai eu des histoires aussi incroyables. Une petite anecdote encore que je peux vous raconter, c'est à Capri, on s'est mis au sud de l'île. Là. Il y a une petite crique qui est bien protégée, et cette nuit-là, vent du nord. Donc je me dis, c'est la crique idéale puisque on sera protégé du vent du nord. Donc on va s'installer là-bas, et le bateau qui se met à bouger. Enfin, il y avait énormément de vent en fait. Et ça que je comprenais pas. C'était pas logique pour moi. Et en fait, en regardant un peu le relief autour, vous voyez qu'il y avait quand même des gros couloirs de vent qui tombaient dans la crique. Et je pense que c'était ça qui expliquait qu'il y avait autant de vent. Après, j'ai essayé de trouver l'endroit le moins exposé à ces couloirs de vent. Mais néanmoins, ça restait quand même assez impressionnant. Bon, en ayant consulté la météo, j'ai vu que ça allait se calmer dans la soirée, ce qui a été le cas. Et donc, j'imagine que comme beaucoup de skippers, la nuit, au mouillage, en général, on n'est jamais très tranquille. Donc, en tout cas, moi, je le suis pas. Et du coup, j'ai cette nuit-là décidé de rester un peu, de veiller un peu. Et alors, je n'ai pas pu aller me coucher puisque toute la nuit, le bateau a été pris dans une houle qui était absolument pas prévue. Et ça bougeait, c'était impressionnant. La vaisselle qui valdinguait dans le bateau, etc. Donc j'étais ultra stressé. Et je comprenais pas non plus, parce que c'était pas du tout annoncé par la météo. J'avais quand même une météo qui semblait être assez fiable. Et donc on a levé l'ancre le matin, je crois qu'il devait être 5 ou 6 heures du matin. J'en pouvais plus. Et en fait, on a appris le matin qu'il y avait eu un tremblement de terre sur une île voisine de Capri. Et c'était très certainement l'impact de ce tremblement de terre qui a expliqué que la nuit fut absolument horrible. Mais bon, ça c'était l'anecdote italienne. J'ai fait la Grèce, la Grèce avec le golfe Saronique, au départ d'Athènes. Alors même si j'ai eu là aussi droit à un surnom, le surnom de Black Minou. Parce qu'en fait si on était 3 ou 4 bateaux, je me souviens plus exactement, mais donc j'ai hérité du bateau le plus vieux.
Et il se trouve que il était quand même très vieux. Le réservoir d'eau avant du bateau n'était pas fixé en fait. Et non seulement il n'était pas fixé, mais en plus il fuyait. Donc ça, on s'en est aperçu avant de partir, heureusement. Donc on a fait intervenir les gars qui s'occupaient du bateau. Après, on est parti. Alors j'avais une grande voile toute neuve, mais bon, au bout de 2 jours, elle sortait du rail le long du mât. Du coup, un nouveau appel, parce que c'est une voile sans enrouleur, et donc appel du loueur pour qu'il vienne réparer le problème. Donc ils se sont rendus compte qu'ils avaient commandé le mauvais diamètre pour la bordure de voile là qui va sur le mât. Et du coup, ils ont remis l'ancienne grand voile, mais qui était effectivement très vieille. Et au moment de la remettre, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment anticipé, mais il y avait plein de trous dans la voile en fait. Il y a plein de trous dans la grande voile. Donc heureusement, non, j'ai attendu encore qu'ils aillent chercher de quoi réparer les trous. Donc ils sont allés, je sais pas où, acheter du produit là pour pouvoir réparer les trous. Ça c'était la deuxième galère que j'ai rencontrée. Et puis la dernière que j'ai pu aussi rencontrer, c'était on s'est mis, alors je connais plus les noms par cœur, mais on s'est mis dans une crique à un moment donné pour une nuit. Et moi j'ai décidé de faire un peu pas le cow-boy, mais bon, de me mettre dans un endroit que je trouvais sympa. Il se trouve que quand je mets l'ancre, pas moyen de la remonter, elle s'était en fait coincée dans une chaîne au fond de l'eau. Et là, on a mis plus de 2 heures à essayer de s'en sortir en fait. Donc on a usé tous les stratagèmes possibles, et puis à la fin, on a quand même envoyé un plongeur pour essayer de régler tout ça en fait. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce surnom de Black Minou. Mais bon, il n'empêche que la semaine fut absolument géniale, et on en rigole plutôt aujourd'hui qu'autre chose. Donc voilà, ça c'était mes dernières sorties avant confinement. J'ai eu l'occasion de pouvoir participer à des régates, et notamment à Saint-Tropez avec Bastien, c'est un ancien collègue de l'entreprise dans laquelle je suis. Et Bastien, il a un superbe bateau, il a un X412 qui est basé à Saint-Tropez. Donc il a des bonnes conditions. Et Bastien participe à pas mal de régates qui sont organisées par la Société Nautique de Saint-Tropez. Et il nous avait invités là, plusieurs à participer au voile d'automne en 2014. Et c'est une série, c'est du onshore, hein, c'est des petites régates là, bananes sur 3 jours. Et voilà, donc c'était ma première régate. Et je n'étais pas le seul débutant en mode régate. Et on a bien rigolé parce que on était tellement mal préparés, on était tellement novices que finalement, là, je crois que le premier départ, on n'a pas capté qu'on partait. La deuxième course, on n'a pas franchi la ligne d'arrivée parce qu'on savait pas où elle était. Enfin, c'était assez catastrophique, il faut bien le dire, mais c'était tellement rigolo. On a vraiment passé des super moments. Et bon, c'est quand même là que je me suis dit, parce que Bastien est quand même très exigeant sur une chose, c'est le réglage des voiles. Donc, il maîtrise son bateau, bien entendu. Hein. Il le connaît très bien. Et donc, il est très exigeant sur le réglage des voiles. Donc, c'est là que j'ai compris que la régate était probablement la meilleure école de voile pour ça. Parce que tu dois être vraiment réglé au mieux sur ton bateau. Et donc, tu optimises les réglages pour que ton bateau avance le plus vite possible, tout simplement. Ça, c'était ma première régate. Donc, c'est une belle expérience. Et puis ensuite j'ai participé à des courses beaucoup plus prestigieuses. Et toujours à Saint-Tropez, j'ai fait 2 fois les 900 nautiques de Saint-Tropez. Donc ce sont des parcours qui, en fonction de la météo, passent par les Baléares ou par l'Italie, et notamment Naples, au large de Naples, et le sud Sardaigne, avec remontée à Saint-Tropez. Donc moi, à chaque fois que j'ai participé, les 2 participations, on est passé par l'Italie.
Puis bon, il y a eu des réductions de parcours à cause de la météo qui n'était pas suffisamment venteuse. Mais voilà, donc j'ai participé à 2 éditions. On a gagné la 2e édition. On a gagné contre le sister ship du bateau de Bastien. Hein. C'était un autre X412. Et ça s'est joué au large, enfin entre la Corse et la Sardaigne. En fait, et c'est là qu'on a eu l'option tactique la plus intéressante et qui nous a fait gagner la course, quoi. Et c'était point que je dois souligner aussi, hein, c'est la gestion de la pétole. Donc l'absence de vent, c'est vraiment je dirais ce qu'il y a de plus stressant pour les régatiers, tout simplement. Parce que en course, on veut avancer, hein. On veut pas être à l'arrêt sur l'eau. Et du coup, ce que j'ai constaté, c'est tu peux avoir 35-40 nœuds de vent. On est tous tellement concentrés pour faire avancer le bateau le mieux possible et le plus safe possible. Par contre, la pétole, c'est un stress incroyable. Parce qu'en plus, là, sur ces éditions des 900, j'étais avec un équipage qui était quand même beaucoup plus aguerri. Et du coup, avec des gens qui étaient beaucoup plus experts. Et du coup, chacun y va de sa théorie. Donc, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis l'autre, c'est l'inverse. Voilà. Et du coup, c'est ça qui est stressant, parce que du coup, le stress monte très vite, et puis ça s'engueule sur le bateau, et voilà. Donc, c'est pas très agréable, en fait, ces moments-là. Et donc, la première année, voilà, on a eu des difficultés à gérer ce stress-là. Et je pense qu'on a pris des mauvaises décisions. Et puis, l'année suivante, là, on a décidé d'aborder les choses différemment. Alors même s'il y a eu quand même des tensions lors des moments de pétole, on l'a quand même beaucoup mieux géré. Et je pense que ça nous a aussi permis de gagner la course. Outre cette formidable tactique entre la Sardaigne et la Corse, c'était la gestion de la pétole. Donc ça, c'est des régates en Méditerranée. Et puis j'ai aussi beaucoup fait de régates en mer du Nord. Et là, c'est Thibaut, un ami belge, qui a un Dufour 34 Performance. Et alors, on a eu la chance de pouvoir participer à plusieurs régates, notamment la Ostend Ramsgate Ostend, que j'ai faite plusieurs fois, que j'adore. C'est une super régate. La Newport Channel Race, là aussi, alors on l'a faite une seule fois, c'est la part de Newport, et puis on fait le Solent, on va jusqu'au Solent et tout, donc voilà. Génial. Des trucs un peu plus marrants, la Picon Cup par exemple. C'est une régate entre Newport et puis Dunkerque, avec à l'arrivée bien sûr du picon pour le vainqueur, mais du picon partagé sur les pontons. Et en termes de régate, ma plus grande fierté de marin, c'est la Rolex Fastnet Race de 2019 à laquelle j'ai participé. Toujours avec Thibaut et son Dufour 34 là, qu'il avait optimisé pour la course. Il a fait des choses incroyables sur ce bateau pour le rendre vraiment performant. Et pour une première participation à cette course mythique, on est quand même arrivé 12e sur 56 dans la catégorie IRC à laquelle on appartenait. Donc très très grande fierté, et je vous cache pas que j'aime porter ce polo reçu à l'arrivée aujourd'hui. Et il faut dire que c'est quand même une course ultra exigeante. La mer d'Irlande est déchaînée et en permanence, en tout cas quand je l'ai faite. Cette mer où on va chercher le rocher de la Fastnet pour le contourner. Nous, on l'a passé un matin tôt, on a eu le lever de soleil en même temps. C'était waouh. Mais donc une mer absolument déchaînée. C'est la première fois de ma vie que je suis malade en bateau. Donc je peux vous dire que c'était pas simple, mais du coup le fait de l'avoir terminé et puis aussi bien classé, ça a été une super grande fierté. Voilà un peu mon parcours de voileux, entre la famille, les vacances, les amis et puis ces programmes de régate. Voilà, en 10 ans j'ai quand même je crois fait énormément de choses. J'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir rencontrer ces marins là qui m'ont tant appris.
Donc vous l'aurez compris, c'est une vraie passion pour moi, la voile. Et comme beaucoup de marins, au moment de l'apéro, moi j'aime bien partager. Donc j'aime bien partager mes expériences, mes aventures. Et donc j'ai une opportunité de me lancer dans cette aventure du podcast. J'ai dans l'idée d'être utile. D'accord. Et donc l'idée là de ce podcast, c'est d'abord des interviews avec des marins qui sont expérimentés, qui peuvent nous aider tous, auditeurs que nous serons, je l'espère, pour nous aider à progresser. Et puis aussi d'interviewer des aventuriers qui, eux, j'attends d'eux qu'ils nous fassent rêver. Et moi, je suis un peu sur les réseaux sociaux là. J'ai eu l'occasion de créer des comptes pour Voilier là, le podcast, et je suis du coup énormément de voileux, et je vois qu'il y en a énormément qui se lancent dans des aventures, dans l'aventure d'une vie, qui partent en famille avec l'objectif de faire le tour du monde et tout. Donc j'ai repéré plein de comptes sur Instagram, sur Facebook qui sont passionnants. Donc j'espère que ces aventuriers accepteront que je les interviewe. Voilà, donc c'est mon idée, c'est utile avec des conseils de pros, d'experts sur la voile, et puis de rêver un peu avec des aventuriers. Donc je pense, j'aimerais que le format du podcast tienne dans les 30 minutes. Pourquoi je pense à 30 minutes? Simplement quand ça correspond à peu près à la moyenne des trajets domicile-travail en France. D'accord? Donc je me dis c'est parfait pour écouter un podcast pendant son trajet pour aller au boulot ou pour rentrer à la maison le soir. Maintenant, pour avoir écouté pas mal de podcasts, je pense qu'il y en a certains qui dureront plus de 30 minutes. Alors soit les podcasts seront plus longs, soit on pourra éventuellement les couper en différents épisodes. Alors, si le succès est au rendez-vous, je pense faire une semaine un podcast. Là, je vais commencer par un podcast toutes les 2 semaines. Mais voilà. Alors, si le succès n'est pas là, on verra. Mais si le succès est là, on pourra probablement accélérer et passer à un podcast par semaine. Et les thèmes sont très variés. Donc, j'aimerais parler du bateau, comment on l'entretient, les voiles, tout ça. J'aimerais parler du marin ou des marins. J'aimerais parler de la sécurité en mer. Donc, si j'arrive à avoir quelqu'un de la SNSM pour apporter des témoignages, ça serait top. La préservation des océans. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Yvan Bourgnon lorsqu'il est passé au Luxembourg pour présenter son initiative The Sea Cleaner. J'espère pouvoir l'avoir en interview pour qu'il nous présente cette initiative et puis pourquoi il le fait, qu'il puisse aussi nous appeler à l'aide éventuellement et voir comment on peut l'aider. La régate, bien sûr, j'aimerais bien interviewer là des grands noms de la régate. Je pense à Le Cam, à Clarisse Kremer que j'adore, Jérémy Bayou aussi que j'ai pu rencontrer lors de la Rolex Fastnet Race qu'il a remportée en 2019. Voilà, des marins qui sont impressionnants. Ils ont des expériences absolument incroyables. Je pensais aussi voir pour essayer d'aller chercher les sponsors là qu'on voit sur tous les bateaux de course là. Les Arrêt Fenêtre, les Charal, les Banques Populaires, voilà, tous ces noms-là de sponsors qu'on voit sur tous les bateaux, pour leur demander un peu comment ils sont venus à sponsoriser la voile, pourquoi, et qu'est-ce qu'ils attendent en fait des dossiers qu'ils reçoivent, parce que je pense que ça peut aussi intéresser du monde. Pour moi-même avoir vécu l'expérience pour la Rolex Fastnet Race de 2019, on a aussi fait appel à des sponsors et on voit que c'est pas simple. Et donc interviewer ces grands noms là de sponsors, ça pourrait peut-être aider d'autres éventuellement à voir comment ils doivent se préparer pour monter leur dossier. Voilà, en gros ce que je vous propose. Donc écoutez, j'espère que
cette première sortie en mer avec moi vous a plu. J'espère aussi que vous trouvez que l'idée est pertinente. Et du coup, je vais vous inviter à donner une note à ce podcast. Je préférerais bien sûr qu'elle soit bonne, mais n'hésitez pas donc à noter sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Et surtout de mettre en commentaire vos remarques et vos suggestions, de préférence des remarques et des suggestions qui seront bienveillantes. Et puis si vous-même vous avez une expérience à partager, vous pouvez me contacter et je recevrai l'email, donc c'est interview@voilier.com, voixli2es.com. Je recevrai directement le mail et voilà. Je vous rentre en contact. Je prévois, j'ai tout un protocole pour les interviews parce que ça demande quand même un peu de préparation, même si c'est important de rester authentique. Voilà, donc j'ai des choses à vous donner si jamais vous êtes intéressé pour participer à une interview. Écoutez, merci à tous pour votre écoute et puis j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite. À bientôt. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com, voixli2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.